Vous avez mentionné plus tôt que les États-Unis faisaient pression pour que la Suède et la Finlande abandonnent leur neutralité. Encore une fois, ces pays sont restés neutres pendant toute la guerre froide, et leurs armées, surtout en Suède, étaient plutôt favorables à une adhésion à l'OTAN. Mais les populations suédoises et finlandaises étaient toujours, enfin, la majorité n'y était pas favorable. Comment cela s'est-il passé? Nous le savions, et nous avons lancé des efforts majeurs. Ils sont toujours en cours dans des pays comme... Quand cela a-t-il commencé et comment cela a-t-il été fait, ces efforts? Cela a commencé en 2002. Cela a commencé sous mon administration. Et cela a vraiment pris de l'ampleur avec Jens Stoltenberg. Nous voulions que Jens Stoltenberg devienne le nouveau secrétaire général de l'OTAN. Et nous étions absolument déterminés à cela. Pourquoi? Parce que nous savions que c'était notre homme. Nous savions qu'il ferait ce que nous voulions qu'il fasse. Nous savions qu'il était sur la même longueur d'onde que nous concernant l'élargissement de l'OTAN. Nous parlons ici, à terme, de probablement tous les pays que nous considérerions comme géographiquement situés en Europe, peu importe leur taille, peu importe leur degré de criminalité, peu importe leur manque de démocratie. Chaque pays d'Europe allait devenir membre de l'OTAN. Et il nous fallait une toute nouvelle stratégie concernant ceux qui résistaient, soit par neutralité, soit simplement parce que leur population ne souhaitait pas adhérer à l'OTAN. Alors nous avons commencé à faire ce que nous appelons des révolutions de couleur. Elles étaient orchestrées à l'intérieur des pays. Chaque pays avait son propre dispositif qui comprenait tout, des organisations non gouvernementales aux organisations quasi-gouvernementales, en passant par les organisations gouvernementales, ainsi que des visites politiques de sénateurs et de représentants. Cela constituait une part importante de la campagne. Et ils ont concentré toutes ces actions clandestinement et ouvertement, comme les visites de délégations du Sénat et de la Chambre, sur les personnes dans le pays qui voulaient se conformer à nos souhaits, qui voulaient que leur pays devienne membre de l'OTAN, peu importe depuis combien de temps ils étaient neutres, comme c'était peut-être le cas pour certains Scandinaves. Ils voulaient que leur pays devienne un vassal des États-Unis afin d'obtenir les étoiles sur leurs épaules, les chars, les F-35 et tout le reste. Et cela a très bien fonctionné. À mon avis, nous n'avons échoué qu'avec 1 ou 2 pays qui figuraient en haut de notre liste de cibles. Principalement parce que, et c'est mon hypothèse à ce sujet, l'héritage communiste n'était pas le même que dans d'autres pays qui avaient été derrière le rideau de fer, ni quelque chose qui effrayait les Scandinaves ou d'autres pays qui n'avaient pas été derrière le rideau de fer. Dans 1 ou 2 pays, cela a fonctionné, et l'adhésion à l'OTAN a été vraiment bien accueillie. Dans d'autres pays, ce n'était pas le cas. Je dirais que Viktor Orban en Hongrie et peut-être la Slovaquie sont 2 de ces pays où il n'y avait pas ce sentiment. Nous avons été sous le joug de l'Union soviétique. Nous ne voulons pas maintenant être sous le joug des Russes, car ils ne sont pas différents. Ils se donnent juste un autre nom. Et donc, nous ne voulons pas de cela. Et c'est ce qui a poussé la Pologne, par exemple, et d'autres, à vouloir devenir membres de l'OTAN, à vouloir désespérément devenir membres de l'OTAN, à vouloir être des membres dominants de l'OTAN. Certains de ces autres pays ne le voulaient pas. Donc nous avons perdu dans quelques-uns de ceux où nous avons essayé cela, mais nous l'avons tenté dans chacun d'eux. Cela a très bien fonctionné au Monténégro. Cela a très bien fonctionné en Albanie. J'ai dit à Powell, pourquoi voulons-nous des États criminels dans l'OTAN? L'Albanie, c'est un État criminel. Le Monténégro vole plus d'automobiles qu'il n'en est volé aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on fabrique? Comment peuvent-ils satisfaire aux critères d'adhésion de l'OTAN? Je ne sais pas, a-t-il répondu. Mais nous l'avons fait. Nous les avons intégrés,
Et nous avons orchestré ces campagnes pour obtenir ce que j'appelle des tyrannies de la minorité. Nous avons trouvé la minorité politique, pas la majorité politique, qui voulait l'adhésion à l'OTAN, qui la voulait désespérément, et nous l'avons soutenue jusqu'au bout. Nous avons acheté des journaux, nous avons acheté des magazines, nous avons acheté des articles. We bought magazines, we bought articles, same thing we did in Italy in 1948. La même chose que nous avons faite en Italie en 1948, quand nous ne voulions pas que les communistes soient élus. Nous avons acheté le gouvernement italien, nous avons acheté le gouvernement iranien en 1953. Nous avons acheté le gouvernement, où était-ce au Guatemala, en 1954, et ainsi de suite. Eh bien, cette fois, c'était beaucoup plus sophistiqué. Il ne s'agit pas d'agents de la CIA, à proprement parler, qui font cela. Ce sont des campagnes orchestrées par la CIA, menées par des organisations non gouvernementales, parfois en connaissance de cause, parfois non. C'est ce que nous avons utilisé pour la Géorgie, par exemple. C'est ce que nous utilisons en ce moment en Géorgie, en essayant d'intégrer le gouvernement actuel dans sa direction politique, puis en essayant de les faire sortir. Et nous essayons de remettre en place le gouvernement précédent, parce que ce sont eux qui veulent, vous savez, tenir tête à la Russie, devenir membre de l'OTAN, et ainsi de suite. Mais le gouvernement actuellement en place est très équilibré. Ils veulent de bonnes relations avec l'UPO Mohamed, de bonnes relations avec Washington, de bonnes relations avec l'OTAN et de bonnes relations avec Moscou. Nous n'aimons pas cela. Donc nous essayons de les renverser. C'est comme ça que nous faisons des affaires aujourd'hui. Nous n'agissons pas directement. Nous agissons par le biais d'actions directes, menées par des ONG et d'autres acteurs, qui, comme je l'ai dit, sont parfois conscients et parfois non. Ceux qui sont associés à l'Institut républicain sont le plus souvent conscients. Et je suppose que le National Endowment for Democracy serait l'une de ses principales ONG. C'est un gros morceau. C'est vraiment important. Et il y en a d'autres aussi auxquels on ne penserait même pas pour ce genre de choses, comme la FDD. Et ils le font bien sûr, non seulement au nom des États-Unis, mais aussi au nom d'Israël. Parce que tout cela est en quelque sorte verrouillé, avec plusieurs partis qui participent à la planification et à la propagande. Par exemple, le Mossad et la CIA ensemble. Vous pouvez être sûr que le Mossad est en Ukraine. Et était-ce aussi l'approche adoptée envers l'Ukraine? Je veux dire, il n'est même pas nécessaire de remonter à 2014, mais déjà en 2004, avec la révolution orange, car cela s'est fait de manière assez flagrante. Je me souviens que Yushchenko, à l'époque, il avait même qualifié l'UMOME de parrain de la révolution orange. Il y avait, eh bien, beaucoup d'ingérences qui étaient assez ouvertes. Et je suppose que la révolution des roses en Géorgie en 2003, la révolution orange en Ukraine en 2004, c'était vraiment des événements assez extraordinaires, car il y avait un mécontentement réel sur lequel on pouvait s'appuyer sur le terrain. Je veux dire, il y avait de la corruption, des déficits démocratiques, de nombreuses raisons pour lesquelles on pouvait manifester contre le gouvernement. Mais la volonté de rejoindre l'OTAN, tous les sondages la situaient autour de 20%. Personne ne voulait faire partie de l'OTAN. Mais tout mécontentement concernant la corruption ou autre a été détourné à des fins très géopolitiques, à savoir, rejoignons l'OTAN et opposons-nous aux Russes. Or, la grande majorité des Ukrainiens préféraient avoir des accords de sécurité avec les Russes, pas avec l'OTAN. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais là encore, dans les médias aussi, dans ce pays, tout cela a été présenté à l'époque comme un immense progrès démocratique, comme une révolution démocratique. Bien sûr, cela a échoué parce que les Ukrainiens n'ont jamais voulu de ce gouvernement. Et puis en 2014, 10 ans plus tard, on a eu la même chose, mais de façon plus brutale encore, en purgeant l'ancienne opposition du gouvernement.
Mais quelles ont été vos expériences de 2004, de toute la révolution des roses, révolution orange, en Ukraine? Un agent de la CIA m'a dit, « Larry, il n'y a jamais eu d'armes, d'outils ou d'instruments de politique nationale aussi puissants que nous aujourd'hui, parce que nous avons la démocratie libérale de notre côté. » Maintenant, réfléchissez à cela une minute. Ils avaient militarisé la démocratie libérale et ils utilisaient tous ces instituts et d'autres personnes fortement investies dans ce qu'ils faisaient, pays par pays, pour mettre en œuvre la démocratie libérale. Et comme il l'a dit, c'est une arme très puissante, probablement l'arme la plus puissante que nous ayons jamais utilisée. Et je pense que c'était une description, avec des nuances, à travers toute l'Europe, de ce que nous faisions et de ce que nous faisons encore. Comme je l'ai dit en Géorgie, nous avons échoué. En Roumanie, nous n'avons pas échoué. Nous avons réussi. Nous avons fait partir Colin Georgescu. C'était lui qui, au départ, semblait devoir devenir le nouveau dirigeant roumain. Alors, nous l'avons évincé. Il est parti. Je ne sais pas exactement comment nous avons fait, mais je sais que nous l'avons fait parce que quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'ils allaient le faire, et nous l'avons fait. Et il était parti. Cette semaine-là, j'étais censé l'appeler pour lui parler, parce qu'une personne que je connais très bien le connaît aussi très bien. Et il commençait vraiment à avoir des doutes, et il voulait que je lui parle pour essayer de le rassurer. Et j'ai dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Je ne le connais pas du tout. Comment pourrais-je le rassurer pour qu'il reste? Il m'a dit, ils vont le détruire. Ils vont l'avoir. Je savais qu'ils allaient l'avoir. Et ils l'ont eu. Faisait-il cela en 2004 en Ukraine? Il n'avait pas besoin d'être aussi direct pour se débarrasser des gens en 2004. Mais oui, nous envoyons déjà des personnes du commandement européen en Ukraine dès 2005 et 2006 pour commencer à travailler avec. Tu es prêt? Les bataillons Azov et d'autres groupes similaires, afin de nous assurer que nous étions capables, sur le plan opérationnel, de fusionner le renseignement, les armes et d'autres choses. Nous avions même un général 4 étoiles qui aimait conduire de grosses motos, des Harley en particulier, et qui, de temps en tant que général 4 étoiles, enfourchait sa moto pour aller faire de la coordination. Tout cela se passait avant la période vraiment tendue de 2014, quand nous avons pris parti de façon si flagrante que c'en était pitoyable. Nous travaillions là-dessus depuis le début. Mais une partie de cet instrument de changement de régime ou de révolution de couleur, comme on les appelait, a-t-elle été démantelée maintenant? Parce que Trump avait supprimé ses financements. C'est une question énorme. J'ai demandé l'autre jour si Tulsi, comme directrice du renseignement national, et Ratcliffe, on m'a dit que Ratcliffe était impliqué dans tout ça, qu'il soutenait tout ce qui se passait. Alors j'ai dit, bon, vous me dites que Tulsi ne l'est pas et que Ratcliffe l'est. Comment diable va-t-elle le faire changer d'avis? Pas de réponse. Si Ratcliffe est un néoconservateur par excellence, ou quoi qu'il soit, mais qu'il est déterminé à maintenir tout cela, coûte que coûte. Et je sais bien comment la CIA maintient les choses en marche, alors que le président des États-Unis, le secrétaire d'État et le secrétaire à la Défense ne savent même pas ce qu'ils font. C'est la pratique courante aujourd'hui. Et le directeur reviendra en disant, eh bien, il faut donner au président une possibilité de déni plausible. Vous voulez dire que vous tuez des gens sans l'autorisation du président des États-Unis et sans un mémorandum de décision formel dans une directive présidentielle ou quelque chose de ce genre? Vous tuez des gens sur le terrain dans un pays étranger? Pas de commentaire. Et cela continue de président en président parce que le président n'a aucune clarté sur ce qui se passe sur le terrain avec la CIA. Et la CIA est devenue son propre acteur indépendant
au sein de l'appareil de sécurité nationale. Et des gens avaient mis en garde contre cela. Des gens avaient mis en garde contre cela aussi lorsque nous avons créé le DNI, en pensant que le DNI serait la personne qui consoliderait le pouvoir et deviendrait incontrôlable par le président. Mais le DNI n'a jamais reçu ni argent, ni pouvoir humain. Trump avait promis de faire cela avec Tulsi, mais à ma connaissance, il ne l'a pas encore fait. Si vous n'avez pas d'argent, si vous n'avez pas le contrôle du budget et du budget noir aussi, et si vous n'avez pas le contrôle sur les gens, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas déplacer les personnes, leur intelligence, leur talent, leur agilité, peu importe, de la CIA vers l'INR au département d'État, ou de l'INR au département d'État vers le bureau ou le personnel du DNI, ou la CIA ou autre. Si vous ne pouvez pas faire cela, alors quel est votre pouvoir réel? Si tout ce que vous pouvez faire, c'est pontifier, quel est votre pouvoir réel? Or, Trump avait promis d'accorder cela à Tulsi parce qu'elle le savait, et elle en avait fait une condition pour accepter le poste, qu'il lui donne de l'argent et du pouvoir sur les personnes. Et je n'ai vu aucun signe de cela. Ratcliffe fait absolument ce qu'il veut, et Tulsi ne supervise pas vraiment. Et ce que fait Ratcliffe est tout sauf, à mon avis, ce que Trump lui demanderait de faire si Trump en était conscient. Donc on se retrouve avec un gâchis colossal, un désordre typique quand un empire arrive à sa fin. Et personne ne sait comment le contrôler. Personne ne sait comment mettre son doigt dans le gâteau et dire « Non, retirez cette cerise, partez ». Vous savez, on ne peut plus le faire parce que c'est devenu trop grand, trop incontrôlable et il y a trop d'argent qui y circule. De l'argent d'ailleurs, qui ne vient que des presses à imprimer. Il n'y a rien derrière. C'est tout simplement incroyable. C'est incroyable. Je vous le dis, comme je l'ai dit, j'ai autant appris de mes étudiants, voire plus, à travers leurs études de cas, plus de 400 d'entre elles. Nous avons étudié tout, de la guerre de Corée jusqu'à l'incursion d'Obama en Libye. Savez-vous que des pilotes norvégiens de F-16 ont mené les bombardements en Libye? Désolé. J'ai dit Liban tout à l'heure. Ce sont des pilotes norvégiens de F-16 qui ont mené les bombardements en Libye. Je pense que nous avons largué 10% des bombes sur la Libye. Nous sommes 5 millions d'habitants, mais cela a été bénéfique pour promouvoir Jens Stoltenberg. L'un d'eux a été interrogé en ma présence. Je ne peux pas en dire plus, mais il a bien été interrogé en ma présence. C'était un jeune homme, plutôt beau, pilote de F-16, si je me souviens bien. Mais il était tellement excité d'avoir enfin largué des bombes sur des êtres humains vivants. Je me disais, mec, tu crois que c'est un exploit? Tu es norvégien et tu penses que c'est un exploit? Larguer des bombes sur des êtres humains vivants? D'accord, très bien. J'imagine que c'est comme ça que l'armée de l'air voit les choses. Oui, je pense qu'à l'époque, il y avait des articles dans les médias affirmant qu'il avait dit au Premier ministre suédois que c'était un excellent exercice, une bonne façon de tester l'armée, qui devrait participer à cela. Mais je me suis toujours demandé dans quelle mesure l'implication de la Norvège en Libye en 2011 l'avait aidé à accéder au poste de secrétaire général de l'OTAN. Était-ce l'interventionnisme qui l'a rendu populaire à Washington, ou était-ce aussi, je suppose, son soutien à l'élargissement de l'OTAN? Je pense que cela a commencé assez tôt. Si je me souviens bien, il a joué un rôle déterminant pour obtenir notre soutien politique. Non seulement d'un ou deux pays, mais je crois de 4 ou 5 pays, qui nous ont aidés à obtenir un appui politique après le 11 septembre pour ce que nous faisions. Nous avions dressé ce gigantesque tableau après le 11 septembre, et il montrait en haut les missions diplomatiques et autres, et sur le côté gauche, les pays. Dans chaque petite case ainsi créée,
il y avait un coin. Ce que cela indiquait, c'était « le Danemark apportera un soutien politique et notre ambassadeur s'en chargera, l'Allemagne fournira ceci et cela, et le secrétaire d'État s'en occupera. » Le Pakistan exigeait que le président passe un coup de téléphone et que le secrétaire d'État ou son adjoint se rendent à Islamabad, car nous avions besoin de droits de survol, de droits de passage, d'aide logistique, et l'Ouzbékistan également. Ce tableau répertoriait donc tous les pays du monde, ainsi que chaque ambassadeur et chaque membre du cabinet chargé de mettre en œuvre les instructions du président concernant ce pays. Si cela devait dépasser le niveau de l'ambassadeur, cela incluait l'assistance militaire, le soutien politique, toutes ces choses-là. Et nous avons vraiment obtenu un excellent soutien, David Mextroth, de la part de Jens Stoltenberg dans ce processus. Cela s'est donc construit pendant un certain temps, je dirais, après le 11 septembre, environ un an. Parce qu'il nous a fallu un certain temps pour mettre en place cette matrice et que tout le monde commence à travailler dessus. Mais probablement, je dirais qu'au moins à partir de 2003, ça marchait à plein régime. Et nous identifions des personnes tout au long du processus. Nous en écartions certains parce que nous disions « non, cette femme ou cet homme n'est pas le genre de personne dont nous avons besoin. » D'accord, on raye celui-là. Allons chercher cette personne-ci ou celle-là. Et des gens étaient sur le terrain pour faire ce travail. Nos ambassadeurs, nos équipes sur place le faisaient aussi. Vous savez, Powell pouvait être l'instructeur. Parfois, c'était la CIA qui jouait ce rôle. Parfois, c'était le DoD qui faisait office d'instructeur, pour ainsi dire. Mais Powell a essayé de garder la main dessus, et il a tenté de comprendre ce qui se passait au sein de l'équipe du pays. Beaucoup eh bien, je ne sais pas si vous le savez, mais nos équipes de pays comprennent tous les éléments de notre bureaucratie. Et les plus grandes comptent plusieurs membres de cette bureaucratie. Par exemple, vous pouvez avoir un chef de station pour la CIA et toutes sortes de personnes sous couverture diplomatique travaillant pour la CIA. Souvent, l'ambassadeur dans ce pays et l'équipe du pays en général, qui sont des civils, si vous voulez, ne savent pas ce que la CIA fait depuis leur ambassade. Souvent, le commandant militaire conventionnel, qui a ce pays particulier dans sa zone de responsabilité, ne sait pas ce que la CIA fait dans sa zone d'opération. Donc c'est extrêmement compliqué. Et Powell était parfois au courant de ce qui se passait, et parfois il ne l'était pas. Si George Tenet décidait qu'il ne voulait pas que Powell soit informé, alors Powell n'était pas informé. Et cela continue encore aujourd'hui. Si la CIA ne veut pas que l'ambassadeur et l'équipe du pays, à l'exception du chef de station, soient au courant de ce qui se passe au Pakistan, alors ils ne le sont pas. Parfois, le directeur de la CIA dira « Je ne veux pas que l'ambassadeur soit obligé de mentir. » Parce que si l'ambassadeur est informé de cette opération et qu'il est ensuite interrogé par la presse, il devra soit dire qu'il ne peut pas répondre à la question, ce qu'aucun ambassadeur ne veut faire, soit il devra mentir. Nous ne voulons pas qu'il ait à mentir, donc nous n'allons pas l'en informer. C'est une sacrée excuse pour laisser votre équipe sur place, dans l'ignorance de quelque chose que vous faites dans son pays, et qui pourrait avoir de graves répercussions si cela devenait public. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et nous avons vraiment travaillé sur l'Europe. Je veux dire, nous avons travaillé sur l'Europe. Quand on me demande pourquoi l'Europe est-elle autant impliquée dans cette affaire ukrainienne, je réponds, eh bien, c'est nous qui l'avons mise dans cette position. C'est une guerre entre Washington et Moscou, pas entre Kiev et Moscou. Kiev est l'instrument de notre guerre.